Alors, moi, je remercie déjà Pierre et puis l'organisation du congrès, du colloque, pardon, de me faire confiance. Je ne vais pas vous parler de réentraînement, contrairement à ce qu'a dit Pierre, parce que dans le titre, c'était physiologie, mais vous allez voir qu'on va déboucher quand même sur des applications pratiques à partir de notions de physiologie. Donc moi, effectivement, je m'occupe du service de médecine du sport au CHU de Toulouse. Je m'occupe beaucoup d'athlètes parce que je suis aussi entraîneur, mais je m'occupe de patients et dans les patients, j'ai on va dire, une diversité de pathologies sur lesquelles on essaie de réfléchir pour leur proposer la meilleure évaluation, les meilleurs conseils possibles pour les rendre performants au sens santé, pardon, et surtout sans risque. Donc, on ne parle pas de performance physique, enfin physique au sens médaille, mais on parle de performance fonctionnelle hein, à ce niveau-là. Alors, la drépanocytose, moi, je vais vous en parler par rapport à l'activité physique avec trois éléments de physiologie. Et M. Messonnier, bien entendu, développera beaucoup plus spécifiquement les éléments sur lesquels il travaille, il publie. On en reparlera dans une diapo. Là, je vais aborder le lien entre activité physique et drépanocytose sur le plan des modifications biologiques que l'activité physique peut induire ou que la drépanocytose peut induire sur l'activité physique, les modifications rhéologiques, c'est-à-dire les modifications d'écoulement sanguin, et quelques éléments très simples de modification musculaire. Quand je dis très simple, c'est parce que j'ai fait le tour de la littérature. Il n'y a pas beaucoup de travaux sur ce domaine d'application spécifique. Alors, le plus important, c'est les modifications biologiques. En fait, quand on prend un patient qui fait un exercice musculaire, c'est on va dire une mise en situation globale, intégrative. Quand vous mettez en place un objectif de développement de performance physique, quel que soit l'objectif de finalité, médaille pas médaille, ou être compétent pour vivre dans la vie quotidienne, vous mettez en place des masses musculaires, vous mettez en place des organes, et dans les organes, vous avez le poumon, le cœur, les muscles, les vaisseaux, et notamment dans les vaisseaux, l'hémoglobine, qui va se charger de transférer de l'oxygène. Et dans l'aspect énergétique, au niveau musculaire, vous l'avez en bas, il y a une dimension métabolique qui est très importante. C'est de fournir au muscle une quantité suffisante d'oxygène pour lui permettre de fournir de l'énergie, puisque la mitochondrie va utiliser l'oxygène par une voie stratégique qu'on appelle la voie oxydative. Et cette voie oxydative va finir par produire de l'oxygène qui va, par produire, pardon, de l'ATP, donc de l'énergie chimique grâce à de l'oxygène. Cet ATP étant la source d'énergie chimique de toutes les cellules dans le muscle et qui va être utilisée, transformée en énergie mécanique. Pour fournir cet ATP par voie oxydative, il faut automatiquement que le poumon, le cœur, l'hémoglobine soit présente et qu'il n'y ait pas de trouble du transport de l'oxygène, donc de trouble de la convection, comme on dit, de l'oxygène par l'hémoglobine. Et il se trouve que quand vous faites un effort, vous pouvez vous retrouver en déficit d'oxygénation relative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas en apnée, mais par contre, l'intensité d'exercice fait que l'intensité demandée est trop élevée par rapport à la capacité de l'oxygénation à se mettre à disposition de cette intensité absolue. Donc en fait, on parle de déficit oxydatif relatif. Pour être encore plus clair, le muscle va faire le job, mais avec une autre voie énergétique qui est une voie non oxydative. Et ça va poser problème parce que c'est surtout sur les hautes intensités que ça va se passer et on va y venir. Quand vous travaillez avec un muscle qui manque d'oxygène pour produire de l'énergie, il va automatiquement produire de l'énergie avec une voie qu'on appelle une voie lactique et ça va fournir de l'acidose potentiellement délétère parce que inductrice de falciformation. Le fait de faire de l'exercice, vous le savez tous, ça augmente la température corporelle, ça peut poser problème, c'est inducteur de falciformation. La vasoconstriction au froid, c'est aussi inducteur de falciformation. Pourquoi? Parce que quand vous avez froid, vous fermez vos territoires vasculaires, le flux vasculaire s'arrête, il y a une hypoxie dans les territoires vasculaires d'aval en deçà de lieu où il y a eu la vasoconstriction. Donc, hypoxie d'aval donne falciformation d'aval. Une déshydratation, c'est falciformateur. Et on l'a dit, une acidose métabolique par le recrutement d'une voie énergétique pourvoyeuse d'acidification du milieu intérieur va être pourvoyeuse de falciformation. Donc, vous voyez que sur l'angle de la modification biologique, on a plein de raisons à l'exercice musculaire de générer de la falciformation dès lors qu'on est drépanocytaire. Pour autant, est-ce que c'est joué d'avance? Bien sûr que non, puisque vous l'avez ici sur le tableau, résumé, et vous avez en bas le coupable qui est le ion proton que vous voyez apparaître tout en bas du schéma. Vous avez le point central qui est la production d'ATP. Et pour produire de l'ATP, vous avez différentes voies énergétiques qui vont toutes concourir à la production d'ATP. Alors, tant que vous avez de l'oxygène en bleu, pardon, la voie énergétique qui va tourner de façon prépondérante, ça va être la voie qui va utiliser cet oxygène par les phosphorylations oxydatives. Donc, si vous suivez, excusez-moi, je vois, j'ai pas de flèche, mais tout en bas, tout en haut à droite, voilà des phosphorylations oxydatives identifiées en bleu. Vous voyez qu'à aucun moment, si on suit la flèche, on arrive à la de l'ATP en produisant de l'acide lactique, et en l'occurrence de l'acide, donc du proton, qui va créer une acidification cellulaire. Par contre, si votre intensité d'exercice augmente ou que pour une raison X, Y, vous manquez d'oxygénation tissulaire parce que vous avez un problème respiratoire, vous avez un problème cardiaque, vous avez un problème vasculaire,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'oxygène va arriver en moins grande quantité, ou en tout cas en quantité moins suffisante par rapport aux besoins. Résultat, la voie de phosphorylation ne peut pas carburer. Résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Vous allez accumuler tout un tas de produits qui sont censés être utilisés dans la voie de phosphorylation, et ces produits en biologie cellulaire ne peuvent pas s'accumuler. Il faut obligatoirement qu'ils soient ou dégradés ou transformés. Et en ce sens, quand vous les accumulez, il va falloir les débarrasser de la cellule. Et pour ça, la cellule va utiliser une voie qui va transformer tous ces produits en une molécule qu'on appelle l'acide lactique. Cet acide lactique qui, pour les athlètes, brûle les muscles. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent, mais on n'est pas toujours très d'accord sur le plan de la physiologie de l'exercice. Peu importe, vous en avez toujours tous entendu parler. En tout cas, elle va acidifier cet acide lactique l'organisme. Et vous voyez que quand on va manquer d'oxygène d'un point de vue absolu ou relatif parce qu'on est sur une trop grosse intensité, eh bien, on va se retrouver en situation d'accumulation du proton, donc de cet acide lactique qui va acidifier l'organisme. Et la diapositive suivante vous montre une chose importante, c'est que cet acide lactique va s'accumuler, vous l'avez compris, en fonction de l'intensité d'exercice, mais également en fonction de la durée de l'exercice. Et je prends pour exemple ici sur l'axe des abscisses en bas la durée d'un exercice. Et si vous lisez le schéma dans la profondeur, l'intensité. Et plus on va aller sur la profondeur, donc sur le fond de l'écran en 3D, plus ça veut dire que l'effort est intense. Et vous pouvez lire que quand vous avez un exercice qui se veut très intense, donc c'est les lignes rouges en fond d'écran, et que cet exercice dure de plus en plus longtemps, vous avez l'acide lactique qui va s'accumuler en ordonnée. Et cet acide lactique, plus vous êtes intense, plus vous durez, elle va s'accumuler, elle va même tendance à dériver cette accumulation. Par contre, si vous restez sur un effort qui va être d'intensité plus douce, c'est ce qui se passe en bas, automatiquement vous vous rapprochez du premier plan de l'écran, mais même si vous durez, il va y avoir un espace-temps où l'acide lactique va s'accumuler, mais comme l'espace-temps se déroule, en fait, l'organisme, le muscle va apprendre à équilibrer, voire à refaire diminuer l'acide lactique, donc l'accumulation, si vous préférez, d'acide lactique. Et si on considère que peu ou prou, et je suis d'accord que c'est pas très précis, mais raisonnons que c'est pragmatique, que que le taux de lactate en fait va être le reflet de la production d'acide lactique, eh bien vous voyez que si on est sur un taux d'accumulation d'environ 2 millimoles, on est plutôt pas trop mal. Si on est sur un taux où on commence à avoir du 4 millimoles, ben tout ce qui va se passer au-dessus, ça va s'aggraver. Donc ça veut dire que vous allez continuer, si vous durez, et surtout si vous intensifiez l'exercice, à aggraver le problème et à acidifier votre organisme, donc à vous faire courir le risque de falsiformation. C'est pour ça que dans l'absolu, M. Messonnier va en parler très, très, très précisément, je pense. L'entraînement codifié en endurance aérobie, excusez-moi, c'est pas entraînement avec des trémas, ça aurait été entraînement avec un accent circonflexe. L'entraînement en endurance aérobie, c'est-à-dire à basse intensité, sur une zone d'intensité où vous ne dépassez pas 2 millimoles. Donc, c'est un critère, on va dire, qui vous fait dire que vous n'êtes pas sur un taux d'acidification trop intense. Bien, c'est une piste thérapeutique pour entraîner des personnes drépanocytaires, puisqu'on sait à ce moment-là qu'elles vont pas être en déficit relatif d'oxygénation a priori et que donc elles courent moins de risques d'effets délétères de l'activité physique dès lors qu'elles sont dans cette intensité codifiée, respectée et, comme on dit, personnalisée. Tout ça vous sera complètement décrit par Monsieur Messonnier, co-auteur de pas mal de travaux dans ce domaine. Et notamment de ce magnifique papier où, en essence, ils ont réentraîné des personnes à une cible, vous l'avez ici, d'environ 2,5 millimoles par litre de lactate, donc l'intensité douce, dont je vous ai montré qu'elle n'était pas trop acidifiante. Les résultats sont sans conteste. Vous les avez en bas, c'est sain, c'est-à-dire ce n'est pas dangereux, ça améliore les capacités fonctionnelles des patients et c'est une nouvelle piste thérapeutique en tant qu'activité physique pour traiter les patients porteurs d'une drépanocytose. Donc ça, c'est l'aspect métabolique. L'aspect un peu plus intéressant et original, c'est l'aspect rhéologique. Je suis désolé du schéma, on va faire simple. Dans un tube, quand vous faites un liquide qui s'écoule, en l'occurrence, si on prend les vaisseaux et qu'on prend le sang comme liquide, dès lors que le diamètre du tube se réduit, le débit en amont étant constant, bien la vitesse du liquide s'accélère, d'écoulement du liquide s'accélère. Vous avez tous fait ça avec un jet d'eau. Vous n'ouvrez pas plus le robinet, mais le fait de pincer le jet d'eau va accélérer le flux et vous allez pouvoir propulser le jet d'eau plus loin. Bien, c'est pareil dans vos vaisseaux. Quand votre diamètre vasculaire se réduit, la vitesse du flux sanguin s'accélère. Le problème, c'est que quand un flux s'accélère, ça fait du bruit. Dans les radiateurs, vous avez tous déjà entendu, et surtout d'un point de vue rhéologique, ça crée des régimes turbulents, donc des perturbations turbulentes du flux sanguin. Et le régime turbulent est un élément pro-falsiformateur. Donc, en pratique, si on prend cette diapositive-là, le but pour un drépanocytaire, c'est d'essayer de trouver des régimes d'écoulement qui soient plutôt laminaires, ou en tout cas des conditions d'écoulement dans des tubes de taille et de diamètre suffisamment larges pour que le régime soit laminaire. Et en ce sens, bien, vous avez un système normalement physiologique qui marche très très bien. C'est le vasodilatateur, un des vasodilatateurs le plus puissant de l'organisme, c'est le monoxyde d'azote.
monoxyde d'azote qui pour certains est donné sous forme de Viagra, de Cialis, en clair de vasodilatateur pour gérer la dysfonction érectile. Eh bien, cet élément de vasodilatation est naturellement présent dans tous nos vaisseaux, pas que dans les organes génitaux, et ce vasodilatateur est naturellement produit à l'exercice en réponse à une augmentation du flux vasculaire pour tout simplement adapter la taille du diamètre à l'augmentation du flux cardiaque. Eh bien, chez le drépanocytaire, c'est très connu, la libération de NO qui normalement doit favoriser la dilatation vasculaire, chez le patient drépanocytaire, cette NO-libération est altérée. Donc, le patient drépanocytaire perd une capacité de vasodilatation NO induite. Ça, c'est un problème qui est lié à des problématiques de falciformation, de stress oxydant et d'inflammation. Vous avez le schéma avec une publication de référence à côté qui vous démontre que le patient drépanocytaire, il a une perte de chance d'un point de vue de l'adaptation parce qu'il a une perte de vasodilatation induite par le monoxyde d'azote. Et donc, il a une perte de vasodilatation, y compris à l'exercice, puisqu'il répond moins. En ce sens, si on couple les deux schémas, on va pouvoir aggraver la situation en vous démontrant que finalement, si le régime devient trop turbulent chez le drépanocytaire parce qu'il ne peut pas ouvrir correctement ses vaisseaux, eh bien, ça va encore plus être aggravé. Pourquoi? Parce que la falciformation va faire que ça va, on va dire, agresser les cellules endothéliales des vaisseaux qui vont libérer encore plus de microparticules qui sont des microparticules pro-adhésives et qui vont faciliter l'adhésion des cellules et notamment les globules rouges au niveau des membranes des vaisseaux. Tout ça va enclencher un espèce de cercle vicieux qui va encore un peu plus aggraver la falciformation. Et vous voyez qu'on va tourner en rond et que tant qu'on n'aura pas restauré une capacité à réduire le flux turbulent, ça va ne faire qu'aggraver un peu comme si c'était une amplification. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en dehors on va prendre un zoom sur le dernier schéma, d'augmenter la falciformation, bien le fait d'avoir trop de falciformation, comme je vous l'ai dit, agresser les cellules endothéliales. Et en réponse, la cellule endothéliale va, par des mécanismes moléculaires sur lesquels je ne vais pas revenir, créer ce qu'on appelle de l'hyperplasie de paroi, c'est-à-dire que la paroi des vaisseaux va s'épaissir. Et si vous épaississez une paroi de vaisseau, ça va combler la lumière, donc ça va boucher le vaisseau parce que la paroi va s'épaissir. Et l'histoire n'est pas finie puisque le drépanocytaire, il va être soumis à de l'anémie. Cette anémie va augmenter une réponse cardiaque par hyperdébit, c'est-à-dire que le cœur va s'adapter pour essayer d'oxygéner un peu plus les vaisseaux qui sont bouchés. Cet hyperdébit va créer, vous l'avez compris, un peu plus de vitesse. Et comme il y a plus de vitesse et comme il y a plus de puissance, là, la tension dans les vaisseaux va être augmentée. La pression qui augmente dans un tube, ça peut faire éclater le tube. Et en réponse à une augmentation de pression, un tube, qu'est-ce qu'il fait? Il va se protéger. Pour se protéger, il va augmenter l'épaisseur de sa paroi, un peu comme ce que fait le vaisseau juste au-dessus. Et quand il augmente l'épaisseur de la paroi, eh bien, là encore, ça va boucher potentiellement la lumière du vaisseau et donc réduire encore un peu plus la capacité du sang à passer au travers des vaisseaux. Par contre, l'avantage, c'est que ça va freiner, c'est pour ça que je mets une flèche avec comme un frein, comme une pédale de frein, ça va freiner l'augmentation de la pression, enfin de la tension, pardon, dans la paroi, et donc quelque part, ça va protéger le vaisseau de sa rupture. Mais si ça protège le vaisseau, ça va faire souffrir les cellules puisqu'il y aura un moindre débit vasculaire d'aval et donc une souffrance hypoxique qui est liée à l'hyperplasie pariétale, plus la falciformation, plus tout un tas de réponses dégradées, notamment la réponse NO qui ne facilite pas la vasodilatation. Et tout ça va concourir à l'obstruction vasculaire et aux accidents ischémiques connus chez les drépanocytaires. Dernier point, les modifications musculaires, on va être très rapide et très simple. J'ai trouvé très peu on va dire, de documents. Peut-être que M. Messonnier pourra éclairer le débat à ce niveau-là, mais ce qu'on sait, c'est que le patient drépanocytaire, il a une perte de force et une plus grande fatigabilité que la moyenne. Les éléments qui sont argués aujourd'hui en termes physiopathologiques, c'est parce que ça serait, il y a une plus grande inflammation, une problématique de stress oxydant. Moi, je rajouterais le déconditionnement, parce que à partir du moment où vous êtes drépanocytaire, que vous êtes en limitation, que vous avez peur, que vous êtes fonctionnellement limité, mais vous faites moins d'exercice. Le déconditionnement va implicitement, du fait de votre déconditionnement, faire part de la force, de la fatigabilité. Et moins vous pourrez en faire, moins vous en ferez, moins vous en ferez, moins vous pourrez en faire. Donc, on est réellement dans un cercle vicieux qu'on peut casser par la mise en place d'un programme de réentraînement. Et pour se finir, la prise en charge par l'exercice, moi, je la vois de cette façon. Il faut la promouvoir de façon codifiée, c'est-à-dire il faut contrôler la température, contrôler le niveau d'acidification par l'intensité qui doit être correctement gérée. Cette gestion peut passer par une évaluation de laboratoire pour savoir exactement à quelle puissance, quelle fréquence cardiaque on est sur le 2 millimol, le fameux 2 millimol. Il faut considérer que la bonne oxygénation des muscles, elle passe aussi par une bonne capacité cardio-pulmonaire, une bonne capacité musculaire en termes de masse, en termes de capillarisation, en termes de vascularisation. Et tout ça se fait par un entraînement codifié en endurance, c'est-à-dire ce qu'on fait en endurance aérobie classiquement chez les patients atteints de maladies chroniques dans des centres en autonomie ou codifiés par des kinésithérapeutes.
Moi, j'insiste aussi sur le fait qu'il faut considérer qu'il y a une énorme chance de plasticité des modifications musculaires et qu'il faut surtout pas oublier la possibilité de faire du renforcement musculaire. Donc, j'ai bien dit du renforcement et non pas de la musculation. Donc là encore, profil de compétences, APA, professionnel des activités physiques adaptées aux kinésithérapeutes. Il faut maîtriser l'environnement, lutte contre le froid et le chaud, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le froid ou le chaud, c'est falsiformateur. Et pour l'altitude, moi je fais beaucoup de tests en hypoxie à Toulouse. Il faut faire attention à ce que les patients n'aillent pas à des altitudes de plus de 1500, 2000 mètres, parce que l'hypoxie naturelle d'altitude va évidemment être un souci de falsiformation. Et puis dernier point, j'ai trouvé ça intéressant, Monsieur Messionier pourra sûrement, ou d'autres personnes, m'aiguiller là-dessus. J'ai vu que, en fait, quand une hémorragie drépanocytaire a plus d'hémoglobine, elle est moins sujette à la falsiformation. Ben, nous, avec l'entraînement, on le sait, les globules rouges ont un peu plus d'hémoglobine que quand on n'est pas entraîné. Donc, peut-être une autre piste pour justifier le fait de vous entraîner avec des apports alimentaires, notamment en fer, qui soient suffisants, parce que c'est bien d'avoir de l'hémoglobine, mais si elle n'est pas capable de transporter l'oxygène, c'est pas intéressant. Donc, vous voyez plein d'arguments positifs pour dire aujourd'hui, il faut évaluer, il faut prendre en charge, il faut codifier, il faut encadrer, il faut accompagner et il faut maîtriser les risques. Voilà. Si vous voulez avoir des informations plus précises sur la fonction endothéliale, qui est on va dire, l'élément un peu à la mode, j'ai l'impression aujourd'hui, dans la régulation de la crise drépanocytaire à l'exercice, je vous incite à lire un rapport de l'INSERM qu'on avait écrit à l'époque avec des auteurs toulousains sur la fonction endothéliale, la régulation rhéologique dans la prise en charge des maladies chroniques par l'activité physique. C'est un rapport gratuit sur Internet, donc vous pouvez lire, ça n'a pas beaucoup changé en termes de connaissances. Et je finirai par une diapositive. L'ONAPS, qui est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, dit que quand on veut promouvoir l'activité physique pour les maladies chroniques, eh bien, il y a une chose qui est importante, c'est que les patients se mettent à pratiquer une activité physique, principalement si leur médecin leur en parle. Donc, il faut que les médecins parlent de l'activité physique à leurs patients. Deuxième point, les médecins n'en parlent aux patients que si le médecin fait lui-même du sport. Vous voyez un peu le message où je veux venir. Et moi, je vais vous proposer, on va dire, une charte de votre premier colloque. C'est on va adapter ça aux drépanocytaires. Les patients drépanocytaires se mettent à pratiquer une activité physique, principalement si leur médecin leur en parle. Deuxième point, les médecins n'en parlent aux patients drépanocytaires que si le médecin fait lui-même de l'activité physique. Donc moi, je vous engage à tous vous mettre à faire de l'activité physique, à être des promoteurs et des acteurs de cette thérapie formidable qui est l'activité physique. Et le patient, mais il suivra le rythme et on ira tous faire de l'activité physique avec les patients et ça fera du bien à tout le monde. Voilà, je vous remercie pour ce temps de présentation. Encore une fois, je suis un peu à votre disposition pour des questions si nécessaire.